Bienvenue et merci de votre présence pour cette 18e semaine et 17e Mondo des Ligues d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, avec Michel, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Bataille pour nous parler des Jeux Olympiques et d'arbitrage, deux sujets fortement ancrés dans l'histoire, la diffusion et l'expression du judo. Les Jeux Olympiques d'abord, faut-il rappeler que Kano Gigolo a été le premier membre asiatique du Comité olympique international dès 1909 et qu'il est, en 1911, le fondateur de ce qui devait devenir le Comité olympique japonais, aujourd'hui, et pour les Jeux de 2020-2021, aux mains d'un judoka, et pas des moindres, Yamashita Yasuhiro, lui-même champion olympique en 1984. 2020-2021, les Jeux de Tokyo, donc, dont les premiers, ceux de 1940, ont été obtenus en 1936, la veille, au sens propre, de l'ouverture de ceux de Berlin, principalement par les efforts de Kano. Kano, qui les défendra encore en 1938 au Caire, tandis que la situation internationale en général et celle du Japon en particulier en rend l'organisation plus qu'incertaine. C'est d'ailleurs au retour de cette réunion qu'il devait mourir, en mai 1938, en plein océan Pacifique, sans revoir le Japon. Ils seront finalement annulés en juillet. L'arbitrage maintenant. L'arbitrage a très tôt été sujet de réflexion de la part de Kano. Ainsi, dès 1900, la question du règlement des combats arbitrés se pose alors que les discussions d'harmonisation des pratiques vont bon train sous l'impulsion de la démarche d'uniformisation des jujutsu par la Butokukai. Par la suite, l'avènement du Kosen Judo dans les années 1915 et le refus du Nagewaza pour privilégier ce qui va devenir le Newaza entraînera de nouvelles réformes. Et c'est bien normal, parce que ce qu'il se joue au travers des règles, c'est une expression du judo conforme à son ambition globale, et notamment au travers de la recherche du hippon, d'où l'importance de s'accorder sur la valeur de celui-ci. Mathieu Bataille, nous le connaissons tous comme combattant. 6 podiums nationaux, dont 3 titres, champion d'Europe 2004, 3 fois médaillé au championnat du monde et sélectionné olympique en 2004. Ayant mis fin à sa carrière en équipe de France au début des années 2010, nous le retrouvons désormais sur les tatamis en tant qu'arbitre et au plus haut niveau, à nouveau depuis 2017. C'est ainsi qu'il fera à nouveau son entrée dans l'arène olympique au Japon en 2021. Un arbitre qui connaît à la fois le judo et la haute compétition, que du bonheur. En mettant ainsi ses pas dans ceux de son illustre prédécesseur, Patrick Vial, aujourd'hui 9e dan, Mathieu nous fait aujourd'hui l'amitié de venir partager avec nous son parcours, sa vision du judo et de l'arbitrage. Alors, entendons-nous bien. Nous avons tous notre avis et parfois bien étayé, solidement argumenté sur les nouvelles règles d'arbitrage. Nous pouvons exposer le premier, commenter les secondes, mais tout cela restera de la responsabilité de celui qui s'exprime. Et, premièrement, la présence de Mathieu ne saurait être considérée comme une caution aux propos tenus. Secondement, Mathieu, tenu par sa qualité d'arbitre pour le compte de la FIJ et devant officier selon les règles édictées par elle, n'a pas à se prononcer sur la pertinence de celle-ci au-delà de ce qu'il voudra bien lui-même exprimer. Je vous demande donc vigilance et intelligence afin de ne pas placer notre invité en posture délicate. Mais nous sommes des judokas et savoir accueillir l'autre fait partie de nos valeurs. Faisons-en ce soir démonstration. Alors Mathieu, les Jeux Olympiques de combattants à arbitre, raconte-nous. Alors, par contre, on ne t'entend pas. Il faut que tu remettes ton micro. C'est moi, c'est bon là. Je Ah, pense c'est que bon. c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, merci déjà merci à Michel qui m'a aidé pour le PowerPoint, même si pour l'instant les cours de judo c'est un peu bloqué le soir. Je pars quand même souvent en arbitrage à l'étranger, et puis j'essaye de passer le maximum de temps avec mes enfants du coup parce que je peux en profiter. Donc, un grand merci Michel pour ton aide pour le PowerPoint. Donc voilà, on va partir un peu sur ce qu'on avait mis avec Michel, donc les Jeux Olympiques de combattants arbitres. Donc vas-y, tu peux avancer Michel la diapo suivante. Donc on va parler dans un premier temps de la compétition, après comment je suis venu à l'arbitrage, après l'arbitrage international, depuis mes débuts en fin de compte, et puis après quelques conseils mais vraiment basiques, et puis voilà ce que je pense moi aussi, un peu donner mon avis, mais après c'est chacun fera comme il le sent. Vas-y Michel, la prochaine. Donc la compétition, moi en fin de compte j'ai commencé la compétition, j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans dans un club dans le Pas-de-Calais,
à Étaples-sur-Mer, avec un certain Patrick Bigot, je l'ai vu passer, qui est avec nous. Voilà, donc j'ai commencé là-bas, donc à la dure, hein, ceux qui connaissent Patrick. Et je suis rentré à l'INSEP en 1997 après mon titre de champion de France junior. Donc, c'était un peu une surprise pour beaucoup de monde, hein. Déjà pour moi aussi. Et je pense aussi pour peut-être Patrick. Même si bon, je m'entraînais beaucoup parce que j'allais m'entraîner, je m'entraînais au club d'Étaples-sur-Mer et au club de Boulogne-sur-Mer avec un certain Stéphane Libert, qui est le concubin de Esta Sombé, qui est un peu plus connu peut-être, qui a fait les Jeux Olympiques. Donc je m'entraînais tous les jours, donc à Étaples et à Boulogne. Et donc après, en 97, mon titre de champion de France junior, j'ai intégré l'INSEP. Donc là, assez difficile parce qu'on va dire quand je m'entraînais dans mon club, j'avais des gabarits beaucoup plus légers que moi. Donc là, je suis arrivé à l'INSEP, c'était des gabarits de 130, 140 kilos et des tâtés de 12 fois 5 minutes. Donc j'ai vachement souffert. Ça a été très, très dur. Mais vraiment, quand je dis très dur, très, très dur. C'était vraiment, j'ai souffert. Mais bon, j'ai essayé de m'accrocher malgré aussi les opérations. Bon, je reviendrai après sur une diapo suivante. Mais voilà, vous connaissez, certains connaissent, je pense, l'INSEP, où c'est 2 entraînements par jour. Bon, il y a de la technique, il y a de la musculation, mais il y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup de judo. Hein, donc, c'était vraiment des tâtés très, très longs, de 12 fois 5 minutes. Voilà, j'ai connu la dureté et je me suis accroché, parce que c'était important. Donc, les entraînements, comme je vous disais, 2 fois par jour, 5 fois par semaine minimum, parce que des fois, ça nous arrivait de s'entraîner aussi le samedi matin. Les stages, pareil, les stages, c'était des bons moments, hein, parce que je me rappellerai tout le temps de mon premier stage au Japon où je suis arrivé, moi, je vous dis, hein, de mon petit village d'Étaples-sur-Mer, je suis arrivé sur Paris et après partir au Japon pendant 3 semaines. C'était grandiose, hein, même si c'était super dur. Voilà, c'est des moments qui marquent et qui, ça reste gravé, quoi. Ça reste gravé. Vous voyez, je vous en reparle parce que c'était en 97-98 le premier stage, donc plus de 20 ans après. Voilà, c'est des moments super magiques, hein, comme entraînement 3 fois par jour, à 6 heures du matin, après à 10 heures, après l'après-midi. Donc c'était vraiment un bon moment, très très dur, mais voilà. Comme on dit, le travail finit par payer, donc il fallait s'accrocher. Le calendrier des compétitions, oui, hein, c'était dur aussi de surfer avec ça, avec les compétitions, parce que c'est voilà, il faut réussir à être bon au moment où il faut, en fin de compte, parce que c'est des moments super durs et il faut savoir se gérer. On ne peut pas être bon sur chaque compétition, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des jours il y a des journées de compétition, on est beaucoup moins fort que d'autres, mais bon, voilà, après, c'est le mental aussi qui peut faire la différence. Michel, si tu peux passer sur voilà. Donc la compétition, donc l'hygiène de vie, gérer sa vie privée, c'est vrai que c'est important, hein, parce que c'est comme ça rejoint après les régimes, le poids de forme, les festivités. C'est vrai que quand tu as une compétition du jeu, voilà, hein, quand tu as un anniversaire juste avant, la semaine avant ou 15 jours avant, tu dois te dire, bon allez, je vais pas. En plus, je suis quand même un tempérament assez festif, j'aime bien faire la fête, donc c'est vrai que je préférais, on va dire, me mettre de côté, de dire, bon, écoute, j'ai une compétition bientôt, je préfère pas venir. Et au moins, comme ça, voilà, j'étais pas tenté à boire 1, 2, 3, 4 bières, et puis voilà, après c'est parti. Donc, je préférais rester, entre guillemets, chez moi, et voilà. Il fallait savoir dire non, entre guillemets, et puis savoir, en fin de compte, je savais dans ma tête ce que je voulais. Donc, j'avais tellement souffert, on va dire, entre déjà les blessures, parce que les blessures, on va en parler après, mais déjà quand j'étais petit, j'avais déjà eu des problèmes de genoux, j'avais dû arrêter pendant 2 ans en minime, j'avais arrêté 2 saisons pour des problèmes de croissance. Donc voilà, après, l'air de rien, les blessures, ça vous donne envie de vous accrocher, puis après d'aller vers l'avant, quoi.
d'aller vers l'avant. Donc voilà, les blessures, de toute façon, ça m'aura suivi toute ma carrière, hein, parce que je suis rentré à l'INSEP, donc comme je vous disais tout à l'heure, en 97, et en un an après, une bonne année après, je me suis fait opérer des deux genoux. Problème de tendon rotulien, donc je vous laisse imaginer, hein, opération des deux genoux, deux attelles, vous vous baladez dans l'INSEP avec les genoux en compote. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, qui s'est dit, bon, je crois que bataille, ça sent la fin, parce que c'est vrai que j'ai galéré, j'ai perdu 2 années, parce que quand je dis 90, c'était 99, parce que je suis revenu en 2001. 2001, donc 2 saisons où, 2 saisons où c'était super dur aussi, parce que quand vous êtes blessé, l'air de rien, vous êtes mis un peu de côté, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui poussent. Donc, ça a été un moment dur aussi, cette période-là. Je me suis accroché, j'ai essayé de revenir. Donc, 2001, début année 2001, voilà. Donc, j'ai réussi quand même à être remplaçant des championnats du monde. Donc, c'était Jérôme Dreyfus à l'époque, le titulaire. Mais voilà, c'est vrai que quand je reparle avec certains entraîneurs de l'époque, on va dire, j'étais sur la sellette, quoi. C'était, bon, est-ce qu'on le garde encore un an, on lui laisse encore une chance, ou bon, allez, il rentre sur étape. Donc voilà, après, c'est vrai que voilà, j'avais fait 5e aux Universales, donc c'est peut-être ça qui m'a redonné un petit coup de boost et qui m'a redonné peut-être un petit peu plus d'éclat aux yeux des sélectionneurs. Donc voilà, blessure, mais tout au long de la carrière, on pourra en reparler après si vous voulez, mais j'ai eu quelques opérations des genoux. Après, le problème de dos, je pense que beaucoup de monde, c'est ça, mais dos, cou, voilà, un petit peu la totale. Donc voilà, après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le mental aussi qui a pris le dessus, parce que j'aurais pu baisser les bras et me dire, bon, allez, c'est bon, je rentre, et puis on n'en parle plus, je passe à autre chose. Mais c'est vrai que j'ai envie de prouver que j'avais encore quelque chose à faire, et voilà, je me suis accroché, et puis c'est passé avec la sélection. J'ai fait champion du monde universitaire en 2002, donc c'est ça aussi qui m'a relancé un petit peu. En 2004, les Jeux Olympiques d'Athènes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui nous donnait à l'époque, on était 3-4 lourds. Ils se disaient, bon, je pense qu'il n'y aura pas de lourds qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques, parce c'était l'après-Douillet, donc c'était assez dur déjà pour nous les lourds, parce qu'on nous parlait que de ça, hein, de David Douillet, les champions olympiques. Derrière, c'est qui va prendre la place et tout. Donc c'était souvent, ça nous revenait souvent. Et voilà, bon, après on s'est tiré la bourre avec à l'époque, c'était donc les 3-4 numéros 1, c'était Dreyfus, Robin, moi et Fred Le Canu. Voilà, on est à peu près. C'était ces 4-là où ça jouait la sélection. Et puis moi, j'ai gagné le tournoi de Hongrie en battant Peterson, qui fait en plus 3e l'année aux Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas, Sydney, mais en 2004 à Athènes, il refait la médaille de bronze aussi. Donc je gagne le tournoi, et ça me permet de marquer pas mal de points, et puis de qualifier la catégorie pour les lourds. Et boum, reblessure de mois et demi avec Muneta, je me blesse aux ischios, je me désinsère le haut des ischios. Donc pareil, là il faut s'accrocher. On se dit, bon, tu as quand même ramené le côté olympique et tout, donc on compte sur toi. Donc je m'accroche, je m'entraîne pas beaucoup. Bon, après je fais beaucoup de physique, de cardio pour essayer de compenser, mais bon, il faut pas se voiler la face, hein. Le judo, c'est le judo, hein. On a beau courir, faire plein de cardio, plein de muscu, un combat de judo, c'est un combat de judo, hein. C'est vraiment, on a beau faire ce qu'on veut, après il faut le faire, hein, quand on n'a pas le choix, c'est sûr, hein, mais on n'arrivera jamais à représenter, on va dire, un combat de judo en lui-même, quoi. Et donc voilà, mais je fais quand même les Jeux Olympiques à Athènes. Bon, ça se passe pas super bien. Je perds au premier tour bon, pas de chance non plus, j'avais un gros tableau, parce que Tangrieff au premier tour, celui qui bat Teddy en 2008. Si je passais, Peterson.
Et si je passais, quart de finale, c'était Kmenov. Donc voilà, beau petit quart de finale pour se mettre dedans. Bon, malheureusement, ça passe pas, mais après, bon, je suis quand même content d'avoir participé à ces Jeux olympiques parce que c'était vraiment le but quoi, dans une carrière. On a envie de faire les Jeux olympiques. Hein. Puis c'est vrai que c'était un bon moment de faire la cérémonie d'ouverture où tu rencontres pas mal d'autres sportifs, que ce soit dans le judo ou bien sûr dans d'autres sports. Hein. Donc la compétition, pour finir, juste après les Jeux olympiques, je fais champion d'Europe. C'est là où après je vais passer un petit peu plus vite sur les médailles pour voilà, avancer. Donc 2004, 2-3 mois après, je fais champion d'Europe toute catégorie. J'intègre l'école de police en même temps parce que, en fin de compte, je me suis débrouillé seul. Comme j'avais pas de convention, je pensais quand même à l'avenir aussi. Donc j'avais passé mon concours de police et je l'avais réussi, mais bon, il fallait que je rentre à l'école de police. Donc juste après les Jeux olympiques en septembre, j'étais rentré en école de police pour 10 mois. Et après, j'avais été détaché par rapport à mes résultats, grâce aussi à mon titre de champion d'Europe. J'avais été détaché de la donc 2004, champion d'Europe. Après 2005, je fais une autre médaille au championnat d'Europe, je fais troisième. 2007, je fais donc ma première médaille au championnat du monde individuel donc au Brésil en toute catégorie. Teddy avait fait les lourds et moi j'avais fait les toutes quatre. Et voilà, pareil, re-blessure un mois et demi avant les Championnats du monde, 2 entorses latérales internes sur les 2 genoux. Rebelote, j'ai fait ce que je pouvais en préparation physique. J'ai même dit aux entraîneurs, je crois que c'est pas la peine, j'ai trop mal aux genoux. Puis j'ai bien fait de les faire quand même. Ils m'ont dit non, tu sais, on va bien te strapper, tu vas y aller, et puis voilà, tu vas te battre comme tu sais le faire. Et je me suis battu, je me suis accroché tout au long de la journée. Le kiné me refaisait les straps tout au long de la journée pour que ça soit bien serré. Et j'arrive à ramener la médaille de bronze, donc 2007. Et là, donc, je me dis, après le championnat du monde, tiens, Teddy gagne, moi je fais troisième en lourd. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas descendre en moins de 100 pour les Jeux Olympiques de 2008. En lourd, c'était foutu. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais perdre 20 kilos. J'ai perdu 20 kilos pour descendre en moins de 100 kilos, puis pour essayer de gagner ma sélection. Donc c'était dur, hein, 20 kilos à perdre. Je les ai perdus en 2 mois et demi. Donc c'est vrai que c'était intensif. Hein. Je courais tous les jours, que ce soit du lundi au dimanche, pour perdre mon poids. Donc j'ai tenté, j'ai échoué. J'ai pas réussi à avoir ma sélection en moins de 100, mais bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, j'ai pas de regrets. J'ai tenté. Et donc après, derrière ça, donc je reste en moins de 100 parce que comme on avait le droit qu'un athlète, et il n'y avait plus les toutes quatre, donc en athlète en lourd, donc il n'y avait plus les toutes quatre, je me suis dit, bon, je vais rester en moins de 100. J'ai fait 2 saisons, j'ai participé quand même j'ai gagné ma poule de sélection avant les Europes contre Marais et Fabre, et j'ai fait les Europes. Bon, malheureusement, ça se passe mal. Et en 2010, les entraîneurs me disent, bon, tiens, on peut mettre 2 lourds au championnat du monde, ça ne te dit pas de faire la poule de sélection en plus de 100? Bon, ouais, je dis, allez, c'est parti. Hop, je fais la poule de sélection, je la gagne. Et puis, du coup, après, je fais des tournois. Ça se passe pas très bien. J'ai fait 2 compètes, les Europes et un tournoi en Russie où je perds d'entrée de jeu, où je gagne un combat, quoi, mais vraiment pas terrible. Et il me sélectionne quand même au Japon en 2010 à Tokyo et j'arrive là-bas, 133e à la ranking list. Et j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu puis à ramener une médaille de bronze des championnats du monde. Voilà, et puis après, 2011, les championnats du monde par équipe, où on gagne le titre tous ensemble, une bonne équipe de France, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Une bonne ambiance à Bercy, hein, ceux qui étaient là, je pense qu'ils s'en rappellent. C'était un moment magique et voilà, une équipe soudée.
Et 2012, je dis, bon, bah, allez, j'arrête l'INSEP. Je suis remplaçant de Teddy quand même aux Jeux Olympiques en 2012. J'avais gagné ma sélection grâce à ma médaille au championnat du monde et les points que j'avais marqués en tournoi. Et en 2012, après les Jeux Olympiques, je dis, bon, bah, je vais arrêter. J'avais 34 ans en 2012. Je vais arrêter, mais je vais continuer un petit peu quand même comme ça, mais sans s'entraîner à l'INSEP. Donc, j'ai continué 2 ans pour se faire plaisir. Et en 2014, c'était la retraite sportive. Donc j'ai arrêté, je suis revenu ici donc sur le Pas-de-Calais, sur l'étape le Touquet, où je suis éducateur sportif maintenant. Donc voilà, plus on va dire plus de boulot dans le judo entre guillemets, mais bon, entraîneur quand même au club. Et après 2014, il y a eu un petit manque quand même. Pas je m'ennuyais, mais bon, le manque de faire des voyages, de faire des stages, d'être au contact du haut niveau, quoi, entre guillemets. Et en 2017, il y a le président de la Fédération internationale qui a mis en place un cursus un peu plus rapide pour les anciens médaillés mondiaux ou continentaux. Donc, je me suis dit, je n'avais jamais arbitré avant, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Michel, si tu peux passer la prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà, donc là, ce que j'étais en train de vous dire, une filière professionnelle. Donc, c'était en 2017 où le président de la Fédération internationale avait envoyé un courrier aux différentes fédérations si ça intéressait des anciens athlètes à devenir arbitre. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, j'ai mis la tenue d'arbitre. J'étais arbitré sur des petits challenges au début dans le Pas-de-Calais, après sur les demi-finales des championnats de France, sur des championnats de France. Et puis, j'ai passé mon évaluation le mois de mai 2017, c'était à La Corogne. Et bon, ça s'est bien passé puisque on était 2 athlètes sur les 11 où la Fédération internationale avait dit qu'on pouvait, ils pouvaient nous lancer sur des grands prix, Et donc, 2 mois après, premier Grand Prix en Croatie. Je me rappellerai tout le temps parce que ça ne s'était pas super bien passé parce que voilà, plein d'actions un peu chaudes parce que bon, quand vous avez l'habitude aussi, hein, il y a beaucoup de combats des fois qui sont chauds. Et là, je pense que c'était mon baptême. Donc, j'ai eu que des combats chauds, des actions super chaudes ou voilà, super dur. Mais après, voilà, j'ai appris au fur et à mesure à bien me placer. Hein. Il y a Cathy qui m'a donné pas mal de conseils, Cathy Mouette qui m'a donné pas mal de conseils là-dessus. Et voilà, après, ça a suivi aussi avec les autres arbitres nationaux. On m'a aidé pas mal. Donc voilà, c'est vrai que c'est différent, franchement, d'être sur le côté, d'être sur une chaise ou d'être au milieu. Franchement, ça fait un sacré gouffre, avec ne serait-ce que la pression et tout. Et puis, voilà, les arbitres sont là aussi pour faire du mieux possible. Hein, donc, c'est des gens passionnés aussi. Donc, voilà, ça a été dur au début, comme je vous dis, le placement et tout. Après, tout ce qui était score, pénalité, bon, ça va, j'avais quand même l'habitude depuis le temps que je fais du judo, mais voilà, c'était un passage difficile, mais après, au fur et à mesure, après avoir fait quelques grands prix, grands chelems, c'est comme tout, hein, on s'entraîne et puis au fur et à mesure, on évolue, on s'améliore et puis voilà, donc j'ai gravi les échelons comme ça, donc c'était dur au début parce que j'étais quand même plutôt tendance à être gentil, gentil avec les athlètes où je disais bon là bon, il a peut-être pas fait exprès et tout, je lui laisse une chance et tout, mais bon, après voilà, il faut savoir faire respecter le règlement comme il faut, mais après bon, j'ai quand même mon petit truc qui laisse quand même, j'aime bien faire évoluer le combat pour que ça aille pour que voilà, je préfère qu'il y ait un score que plutôt qu'on gagne par pénalité. Mais bon, voilà, des fois, quand c'est le règlement, c'est le règlement. Et puis, je pense qu'il faut être impartial, c'est important. Voilà, donc Michel, je peux passer à la prochaine. Merci. Oui, donc l'arbitrage de haut niveau, c'est vrai qu'on est à chaque fois noté. Donc,
on a des notes sur chaque Grand Prix, Grand Chelem, sur chaque compétition, championnat d'Europe, championnat du monde. Et après, il y a un classement, international. Donc, c'est vrai qu'il faut être. Moi, ce que je veux, c'est être bon, mais c'est surtout pour les athlètes, parce que c'est vrai que ça m'embêterait que je fasse perdre un athlète parce que j'ai fait une bêtise. Donc c'est vrai que maintenant, même avec les vidéos, parce que des fois, c'est vrai qu'il suffit qu'on soit mal placé sur un angle d'attaque et qu'on ne voit pas vraiment le score, que ça tombe sur le côté ou vraiment sur le dos. Donc c'est vrai que maintenant, avec les vidéos, on est quand même pas mal aidé. Mais voilà, moi, j'essaie d'être le plus droit possible, le plus juste. Et puis, voilà, comme j'ai mis ne pas se laisser influencer par le public, c'est super important parce que c'est vrai que quand vous êtes là dernièrement, j'étais en Ouzbékistan et il y avait du public. D'habitude, là, ça faisait quelques tournois où il n'y avait pas de public. Là-bas, il y en avait. J'ai arbitré la finale des moins de 90. C'était le japonais contre l'ouzbek. Et voilà, hein, je vous laisse imaginer un peu, Michel, tout à l'heure, on parlait du public géorgien. Ça m'a fait penser un peu au public ouzbek où voilà, c'est des personnes un peu chaud et qui te mettent un peu la pression pour faire tomber les moulinettes ou donner un score alors qu'il n'y a rien. Mais bon, voilà, il faut rester droit dans ses baskets et puis essayer d'arbitrer du mieux possible. Accepter ses erreurs, c'est vrai que c'est important aussi parce qu'on peut en faire. Hein. C'est vrai que j'en ai déjà fait. C'est sûr que après, j'y repense toute la soirée. Je me dis, putain, merde, pourquoi là? Après, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Voilà, on y repense. Donc, c'est vrai que j'essaye de me remettre en cause à chaque fois et puis d'aller revoir les vidéos pour voir où j'ai pas été bon. Donc, comme je vous dis, c'est quand même aussi un travail. C'est quand même un travail pointilleux aussi quand on est compétiteur ou on fait pas mal de vidéos pour savoir les petits détails. Là, à l'arbitrage, c'est pareil. L'oreillette et le superviseur, c'est vrai que maintenant, donc, nous, on est au milieu. Maintenant, il n'y a plus de juge-arbitre à l'international. On n'a plus personne sur les. D'habitude, on est au milieu et on avait deux juges à la vidéo. Maintenant, non, c'est fini, c'est des superviseurs. Donc, on a un superviseur par tapis. Et s'il y a un souci, il peut demander l'avis des autres superviseurs. Mais voilà, s'il y a un souci au niveau des pénalités ou du score, ils interviennent avec les vidéos. Ils ont plusieurs angles avec les vidéos. Donc, des fois, ça peut aider. Mais bon, mieux on l'utilise et mieux c'est. Et voilà. Après, toujours donner son avis, je pense que c'est important de donner son avis, et puis voilà, de se lancer, hein, même des fois si on a un doute, il faut se lancer. Après, s'il y a une erreur, ils pourront nous corriger. Michel, si tu peux passer à la prochaine. Donc, les séminaires d'arbitrage, c'est vrai que on a pas mal de séminaires, soit européens ou mondiaux. J'ai vu qu'il y avait Damien, je crois tout à l'heure aussi, Damien Pio, donc j'avais eu l'occasion d'aller sur un séminaire avec lui il y a quelques années, pas aussi longtemps que ça. Moi. Donc on avait séminaire donc, où il passe des vidéos et les coachs, il y a les coachs bien sûr et les arbitres. Donc là, c'est l'occasion de dialoguer, de parler, parce que des fois, il y a des situations où tu as 50% qui vont dire hippon bleu et 50% qui vont dire hippon blanc. Donc voilà, des fois, c'est vraiment des cas où c'est difficile et c'est pour ça, des fois, il faut trancher. Quoi. Il faut trancher. Et, il y en a 50% qui vont dire ouais, ok, et 50% non. Donc souvent, et je pense que c'est pas mal ça de pouvoir dialoguer avec les coachs aussi parce qu'ils donnent leur avis et puis ça permet d'avancer. Réunions, donc les réunions, souvent on a des réunions pendant les compétitions. Et la pratique, on fait aussi pendant les séminaires des fois des stages judo, donc on pratique le judo parce que y a certains arbitres peut-être qui pratiquent pas le judo. Après, pour ma part, moi je continue, je suis entraîneur, donc je pratique beaucoup. Et dès que je peux, je comprends aussi. Être arbitre international, c'est vrai que c'est partir seul, des fois loin. Là, je suis parti en Ouzbékistan, c'était 12 heures d'attente en Turquie, voilà, préparer les documents, c'est beaucoup de paperasse, même si la Fédération internationale fait pas mal de choses quand même pour qu'on soit tranquille par rapport avec ça.
Et de belles rencontres, ouais, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'anciens champions. Là, j'ai mis une petite photo avec Nomura lors des Championnats du monde à Tokyo. Donc voilà, c'est de belles petites rencontres, que ce soit des anciens, maintenant Iliadis qui est sur la chaise et tout. Voilà, ça met un peu de piment, ça met un petit peu de. Voilà, c'est un peu chaud, voilà, mais c'est bien, ça permet de aussi. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de pression derrière. C'est vrai que là, c'est agréable qu'il y ait un peu de public derrière qui pousse, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de rester dans ses baskets, droit dans ses baskets. Michel, si tu peux, hop, pour la dernière. Connaître le règlement, ouais, c'est important de savoir toutes les ficelles du règlement, même s'il y a pas mal de choses à savoir. Donc, c'est super. Peut-être que ça, on aurait peut-être pu le faire après les questions. Bon, on va enchaîner. On enchaîne, comme ça, on fera les questions après. Connaître le règlement, donc ouais, voilà, c'est important. Après, le travail tactique aussi, je pense. Là, c'est quelques conseils, ce que je vous disais pour les entraîneurs. Travail tactique, c'est super important, je pense, parce que des fois, on voit des athlètes qui perdent, qui mènent d'un Wazari, ils n'ont même pas une seule pénalité et ils arrivent à se prendre un hippon à 20-30 secondes. C'est soit un manque de lucidité ou là où c'est un manque de travail tactique, parce que c'est vrai qu'on peut encore se prendre 2 pénalités, donc en 30 secondes, on est quand même assez large. Apprendre le fair play, ouais, c'est ce que moi, dans ma carrière, je l'ai vécu aussi. Des fois, on a peut-être les arbitres qui vont vous pénaliser un petit peu plus vite. Et puis, la compétition d'après, ça sera peut-être le contraire. Donc, voilà, il faut respecter les décisions. Comme je vous disais tout à l'heure, l'arbitre, je pense qu'il est là pour faire du mieux possible. C'est quelqu'un de passionné aussi. Donc, comme je disais, sans arbitre, il n'y aura pas de compétition. Et voilà, je pense que tous les arbitres qui sont là, ils essayent de faire du mieux possible. Des fois, c'est pas facile, mais voilà, ils essaient de faire du mieux possible. Respecter l'adversaire, ça c'est important aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai peut-être parlé beaucoup, j'ai peut-être envoyé. Merci beaucoup, Mathieu.